Marie-André Siprud, bonsoir. Nous Bonsoir. sommes à la librairie du Boulevard. Je rencontre une écrivaine, mais aussi une grande voyageuse. Parlez-nous un peu de votre arrivée en Europe. Comment est-ce que vous avez été entre la France, la Suisse allemande, Genève, ce parcours extraordinaire? C'est un parcours fait de changements et d'adaptation. Je suis arrivée à Genève, à Paris, j'avais 12 ans. Et pour moi, ce fut un émerveillement parce que je venais de la Martinique, je ne connaissais pas du tout l'Europe, je venais de faire une magnifique croisière et je suis arrivée en été sur la plage à Cannes, je crois. Et donc, pour moi, c'était la découverte. Les gros immeubles, la mer qui n'était pas la mer des Antilles. Et ensuite, je suis allée à Paris pour mes études secondaires. Et là, il y a eu un premier choc culturel parce que d'abord Paris, ça m'a paru sombre. C'était avant le ravalement de tous les immeubles qu'il y avait à Paris. Ça m'a paru sombre, ça m'a paru sale, ça m'a paru triste. Mais enfin bon, c'était quand même l'été et j'ai pu m'en accommoder. Quand je suis arrivée au lycée, j'ai tout de suite fait des connaissances, j'ai eu des amis qui sont encore mes amis maintenant, dont une est même la marraine de mon fils. Donc c'était une connaissance qui a eu beaucoup d'importance pour moi. Mais le choc fut que comme tous les matins, j'apportais mon petit déjeuner à l'école parce que je partais très tôt de la maison. Et un jour, j'ai ouvert mon sac avec un sandwich au poisson frit. Et à l'époque, vraiment, on ne mangeait pas salé du tout en Europe. Et alors, mes copines m'ont dit « Ah, c'est dégueulasse, tu manges du poisson frit !» Et moi, ça m'a fait un choc parce que c'était l'habitude à la Martinique. Et alors, du coup, je crois même pas que j'ai fini mon sandwich, mais je ne plus jamais ramener de poisson frit à l'école pour le petit déjeuner. Maintenant, ça a tout changé parce que maintenant, on prend le petit déjeuner avec beaucoup de salé. Après mon baccalauréat, je suis venue à Genève et là, c'était le contraire. J'ai trouvé la ville triste, j'ai trouvé la ville ennuyeuse, mais j'ai quand même apprécié le calme. Et si bien que quand je retourne à Paris, je ne veux plus y vivre en permanence, je veux juste y aller pour des vacances, pour visiter. À Genève, je me suis mariée et j'ai eu un fils qui était métis. Et il m'a demandé, un jour il est venu en pleurant, en me disant « Maman, on m'appelle chocolat au lait, chocolat au lait ». Et moi je lui ai répondu « Mais tu n'as qu'à répondre « Meilleur que le lait pur, meilleur que le lait pur ». Et comme ça, j'ai essayé de lui transmettre l'idée que finalement c'est pas grave quand on fait des réflexions sur la race, sur la couleur de peau et de le prendre avec humour. Ensuite, je suis partie pour des raisons personnelles. J'ai accompagné mon mari à Zurich. Alors là, c'était encore une autre histoire et encore une autre adaptation puisqu'il a fallu que j'apprenne l'allemand. J'avais fait l'anglais et l'espagnol comme langue secondaire. Donc j'ai appris l'allemand à un rythme très intense puisque c'était 15 heures par semaine pendant 8 mois. Après ça, je parlais allemand. Mais je ne parlais pas suisse-allemand. Or, tous les jours, on me parlait en suisse-allemand. Mais je me débrouillais, enfin, j'arrivais quand même à comprendre. Et surtout, ce que j'ai apprécié à Zurich, c'est qu'on habitait la campagne et j'ai découvert la campagne suisse, les paysages suisses et les promenades avec des sentiers bien balisés. Et j'ai appris à aller chercher des champignons. Et les champignons en Suisse, on ne les prend pas comme ça. C'est-à-dire que oui, on les ramasse, mais après, on doit aller à la pharmacie pour les faire tester et pour savoir si... Et on doit jeter ceux qui ne sont pas bons. Et à la pharmacie qui était de mon village, ils étaient très sympas, ils nous donnaient même des recettes de champignons. Voilà, ma vie
en Europe a été et est toujours une série d'adaptations aux choses différentes et nouvelles. Est-ce que c'est cette nécessité d'adaptation, parfois cette difficulté à vivre dans une dimension plurielle, qui a fait que vous avez choisi de devenir ethnopsychologue? Vous avez participé à la création de l'association Pluriel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené à travailler comme ethnopsychologue? C'est-à-dire que cette présence continuelle de l'autre différent, ou bien de moi différente des autres, a fait que j'ai réfléchi un peu sur mes origines et surtout j'ai réfléchi un peu sur la rencontre avec la différence. Et c'est comme ça que j'ai fait des études. D'abord, j'avais fait des études de psychologie clinique avec Piaget, mais ensuite, je me suis spécialisée dans l'ethnopsychologie parce que je pensais qu'il fallait bien connaître les origines des personnes pour pouvoir mieux les apprécier et mieux entrer en relation avec elles. Et c'est comme ça que j'ai fait une formation d'ethnopsychologie. Alors l'ethnopsychologie, c'est la rencontre, c'est l'échange avec l'autre différent et c'est surtout la transmission de savoirs différents, de cultures différentes. Quand elle a été fondée en 1951 par Georges Devreux. Georges Devreux, c'était un migrant qui était à la fois roumain et je sais plus, et hongrois, voilà. Et puis, il était français par choix et morave par amour, parce qu'il a vécu longtemps avec la tribu morave. Morave, c'est dans le Colorado. Il a tellement aimé ce peuple que d'abord son premier livre, c'est le premier livre d'ethnopsychiatrie. Et ça parle de la thérapie d'un Indien morave. Et il a demandé au moment de sa mort à être incinéré et que ses cendres soient jetées dans la tribu morave. Donc, Devreux, qui a été repris à Paris, enfin en Europe, par Tobin-Nathan, avec la théorie de l'ethnopsychiatrie, met les cultures en parallèle. Et puis, l'univers familial et culturel est la chose la plus importante dans cette théorie. Et contrairement aux habitudes d'ici où l'univers est plutôt personnel et individuel. Et ce qui est normal ici n'est pas et qui est anormal ailleurs, mais ce qui est normal ailleurs est normal ici. Donc vraiment, il faut admettre que on ne peut pas avoir le même regard sur les mêmes éléments, sur les mêmes choses, sur ce qui nous arrive et sur ce qu'on ressent. J'ai des parents à la Martinique qui ne prennent aucune décision importante sans avoir consulté un sorcier ou bien un quimboiseur. C'est le mot que je cherchais. Et le quimboiseur ou le sorcier ou le gars des affaires, comme vous dites à la Martinique, correspond au djinn en Égypte. Le djinn, l'Égypte, pays de Tobin-Nathan. Ça correspond aussi au chaman en Amérique du Sud, en Amérique latine. Et ça correspond aussi aux guérisseurs en Amérique centrale. Donc finalement, tous ces gens-là essayent de vous conseiller ou d'interpréter des faits de la vie de tous les jours ou des raisons des maladies. Alors, cette mise en relation des cultures permet à la personne qui est en face de moi dans ma thérapie de comprendre que même si elle voit les choses différemment, ici aussi on les voit différemment. Donc on peut avoir un échange et on peut se dire, bon, ici on voit ça comme ça, là-bas on voit ça comme ça. Donc c'est pas une raison que pour penser que votre culture est moins bonne que la nôtre, elle est simplement différente. D'ailleurs, ici en Europe, on va chez l'acupuncteur. L'acupuncteur, c'est un médecin qui est chinois, en fait, d'origine, l'acupuncture est d'origine chinoise. Donc,
c'est aussi un mélange de cultures qui existe même dans nos régions. Et qu'est-ce qui vous a amené finalement, vous qui étiez déjà active, à participer à ces trades d'union, à faire comprendre de part et d'autre ce qui se passe, inciter à l'adaptation, à l'expliquer, l'aider et aussi à l'intégrer. À quel moment est-ce qu'on décide finalement d'écrire et pourquoi écrire? Oui, je vais vous répondre, mais j'ai oublié de vous dire une chose importante. Dans mon travail de psychothérapeute, d'ethnothérapeute, c'est que il est important, pour connaître la culture de l'autre, de travailler avec des traducteurs. Ces traducteurs sont des médiateurs culturels qui font le lien justement entre une langue et l'autre et entre un monde et un autre monde. Et ça, c'est capital dans notre travail d'ethnothérapeute. Et est-ce que l'écriture ferait office de médiation ? L'écriture fait office de médiation, mais en fait, au départ, je n'avais pas vraiment une envie, une nécessité d'écrire. J'avais simplement envie de témoigner du travail que j'avais fait avec les gens à Pluriel, ce centre de consultation ethnopsychologique que j'ai co-créé en 1995 à Genève. Donc j'avais envie de témoigner et puis j'avais envie de laisser des traces de ces expériences-là. Puis peu à peu, j'ai été attrapée par le virus et je me suis mise à écrire parce que cette envie-là s'est transformée en un besoin. Lorsque j'ai constaté qu'il y avait encore beaucoup à faire pour rendre naturel, rendre apaisé le contact de l'autre dans sa différence, quelle qu'elle soit. Donc, et aussi pour éloigner les peurs liées à la découverte de l'inconnu. L'autre est effectivement donc un enrichissement. Vous faites souvent référence à vos ouvrages à deux auteurs, Glissant et Chamoiseau. Vous aimez utiliser la métaphore du bagnan et de ses radicelles. Quel est le lien commun entre vous et ces deux auteurs et cette métaphore que vous pourriez nous réexpliquer ? Alors la population antillaise est métissée par nature depuis la nuit des temps, depuis le 4e millénaire avant Jésus-Christ, avec les Arawaks et les pré-céramistes. Et ensuite, il y a eu la colonisation européenne, puis libanaise, du XVIIe au XXe siècle, et avant ça, entre les deux, il y a eu les Caraïbes d'Amazonie qui ont envahi les Antilles et dont il reste très peu d'individus qu'on appelle les Garifounas. Ils sont venus, ils ont conquis les Antilles au XVIe siècle. Mais ils se sont mélangés aux Arawaks et aux autres. Et donc, à ce mélange-là, s'est ajouté le mélange des Africains et des Indiens, des Français colonisateurs, enfin des Européens, pas seulement les Français. Alors donc ce métissage antillais, c'est un mélange ethnique, culturel. Alors, partant de cette histoire métisse, Glissant a fondé, qui est un poète philosophe antillais, a fondé la théorie de la créalisation. Cette créalisation est née à partir du fait que l'Antillais, il considère que les Antilles sont le creuset de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde extérieur, dans le tout-monde, comme il dit. La créolisation est plus large que le simple mélange du métissage. La créolisation, je vais vous citer la définition de Glissant, elle ouvre comme horizon une précipitation imprévisible dans la totalité monde. Ça, c'est la définition de Chamoiseau, qui est l'héritier et le disciple de Glissant. Glissant lui-même a dit que la créolisation, c'est la rencontre, l'interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures dans la totalité réalisée du monde Terre. Voilà. Donc la créolisation empêche la permanence d'une identité figée, d'une identité qu'il appelle une identité statique, une identité racine, une identité atavique, parce que contrairement à cette identité racine qui brûle tout autour d'elle,
on voit le symbole, hein, une racine. Il propose une identité rhizomique, une identité rhizome, une identité qui, au contraire, s'étend, s'alimente et se redéfinit par rapport aux éléments nouveaux. Moi, je préfère utiliser la symbolique du banyan, parce que je trouve que d'abord c'est un arbre magnifique, centenaire, bicentenaire, tricentenaire même, qui existe, qui est originaire d'Indonésie, et ses branches retombent en radicelles qui vont plonger dans le sol et qui remontent à la surface pour nourrir le reste des branches. Donc c'est un mouvement de perpétuel, de renouveau et de réalimentation, si vous voulez. Et ça me plaît beaucoup et je préfère appeler cette identité une identité banyan. Mais le lieu de cette identité, où le moteur, c'est la relation avec l'autre qui est différent. Alors, du moment qu'on a ces différences, et ces différences doivent se comprendre les unes les autres, mais ces différences ne se comprennent pas dans un méli-mélo, non, mais ça laisse un espace absolu, absolument ouvert et enrichissant, puisque en rencontrant l'autre, on change, mais en changeant, on risque de se perdre. Seulement voilà, Glissant nous prévient et nous dit qu'il faudrait essayer, faire attention de ne pas se perdre justement avec le contact de l'autre, mais de changer et échanger avec l'autre sans se perdre ni se dénaturer, comme il dit lui-même. Donc ce changement transforme la relation et donne une ouverture sur le monde qu'il appelle le tout monde, c'est-à-dire le monde entier, tout monde en créole, c'est tout monde, le monde, dans son universalité. Est-ce qu'on pourrait considérer les Antilles comme laboratoire de la mixité à l'image du monde ? Ben justement, c'est à partir de cet exemple antillais qui est un vraiment, comme dirait Glissant, un maelstrom du désert. La créolisation est en marche dans le monde entier, à l'exemple des Antilles, de par leur formation à partir de différents peuplements et qui venaient d'horizons absolument divers. Votre dernier ouvrage, Un racisme en noir et blanc et blanche, est-ce que c'est une tentative de définition du racisme, cet ouvrage ? C'est une tentative de vivre avec le racisme. Mais je définirais quand même le racisme comme un ensemble d'attitudes, de convictions qui s'appuie sur une idéologie, une théorie où on essentialise les différences humaines dans le but de les hiérarchiser, ce qui permet de dire que nous sommes supérieurs à eux, les autres. Et alors voilà, donc ce nous qui devient supérieur a toutes les raisons de rejeter l'autre, de le mépriser. Et alors, à partir de stéréotypes, de préjugés, de discrimination, de xénophobie, tout ça, c'est pour éviter cette hiérarchisation que j'ai écrit ce livre, un racisme en noir et blanche. Vous avez aussi montré que le racisme pouvait pousser jusqu'à l'esclavage, enfin à pouvoir s'autoriser à soumettre l'autre jusqu'à le réduire à l'esclavage. Où vous nous retracez, si vous voulez, l'arrivée des premiers esclaves, qui était le phénomène même, l'expression même du racisme. Oui, en fait, le racisme a été une justification de l'esclavage lorsque les colons européens sont venus conquérir les Antilles. Pourquoi ? Parce que
aux Antilles, il y avait la canne, il y avait du coton, il y avait, pas seulement aux Antilles d'ailleurs, en Amérique du Nord aussi. Hein. Et alors, pour la population autochtone n'était pas assez nombreuse pour se faire tout ce travail. Et quand il y a eu la découverte et la venue de colons qui cherchaient l'aventure aussi, hein, ils étaient partis d'Europe pour chercher l'aventure, pour s'enrichir et aussi des fois parce que certains avaient des problèmes juridiques et voulaient échapper à leur sort qui serait assez miséreux. Donc arrivé dans les Antilles, on va prendre les Antilles comme exemple, ils ont eu besoin de personnel pour travailler dans les plantations. Comme ça ne suffisait pas, ils ont fait venir par masse des esclaves, des Africains, et ils les ont rendus esclaves. Parce que quand les Africains sont partis, ils ne savaient pas ce qui les attendait aux Antilles. Et alors justement, ils ont hiérarchisé justement cette population en disant que c'était comme des animaux, donc il n'y avait pas de raison de les traiter comme des hommes. Ce n'étaient pas des hommes. Alors pour eux, c'était des animaux, et donc ça justifiait leur racisme envers ces gens qui étaient des non-hommes. Et c'est comme ça que le racisme est né, dans son horreur. Donc on parle de racisme, mais en même temps, ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est qu'on va plutôt vers le mélange des peuples. Donc finalement, comment inciter certains à dépasser leur peur, la peur de l'autre? Justement, dans la mesure où j'essaye de travailler dans ce sens-là, dans le sens de dire que l'autre, l'inconnu, n'est pas forcément et à tous les coups un inconnu menaçant, mais au contraire, quelqu'un qui peut nous apporter la richesse de son savoir, la richesse de sa culture, la richesse de son savoir-faire, hein, et au lieu d'avoir peur de lui et de dire que lui va venir prendre ce que nous on a déjà. C'est le même problème du nous et de eux. C'est le même problème de la hiérarchisation que je veux mettre, que je veux aplanir et penser à l'autre comme quelqu'un qui est différent, mais dont la différence m'apporte quelque chose plutôt que de m'enlever quelque chose, et de penser à l'inconnu comme un possible allié. Mais évidemment, avec la période que nous vivons, c'est très très difficile. Et bon, ma foi. Est-ce que vous ferez de la résistance ou vous allez nous proposer un autre ouvrage? Est-ce qu'il y a-t-il un ouvrage en cours? Ça, je suis un petit peu superstitieuse et je ne vais pas vous le dire. Mais bon, il y a quelque chose que je travaille, mais pour l'instant, je suis assez prise avec mon dernier livre. Mais par contre, ce que je veux faire, c'est continuer à témoigner. Je veux essayer de continuer de mettre les autres en relation, dans le sens de glissant. Parce que je me suis définie depuis longtemps comme un passeur de l'entre-deux. Passeur dans ma thérapie, hein, dans l'entre-deux, entre deux mondes, entre deux pays, ici et là-bas, entre deux cultures, entre deux langues. Voilà, je cherche à être ce passeur, ce lien entre les deux. Et une troisième chose que j'aimerais faire pour lutter c'est de lutter vraiment contre le racisme et pour l'égalité des droits humains. Alors, c'est vraiment une tâche colossale, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis d'Amérique, avec l'élection de gouvernements populistes et extrémistes en Europe.
avec les guerres ethniques et avec les guerres religieuses, tout ça, ça me donne un travail énorme. Mais comme j'aime bien prendre l'exemple du colibri. Comme le colibri de la fable antillaise, le colibri, c'est ce petit oiseau qui est magnifique, mais qui est minuscule et qui est très, très actif, parce qu'il bouge tout le temps, ses ailes. Donc on le voit à peine parce qu'on voit une espèce de vibration. Alors, dans la mythologie antillaise, le colibri, c'est ce petit oiseau qui est très brave, très courageux, et dans la fable, goutte après goutte, il transporte de l'eau pour éteindre un immense incendie. Alors moi, comme le colibri, j'essaye de faire ma part, mais rien que ma part, mais ma toute petite part. Merci beaucoup, Marie-Andrée Supert. Est-ce que vous pouvez résumer en 3 mots-clés ce que vous êtes, votre pensée, votre action, si vous deviez vous résumer ça en 3 mots-clés? Alors, en 3 mots-clés, je dirais témoigner, mettre en relation et lutter. Lutter contre le racisme, lutter contre les inégalités. Merci beaucoup. Merci à vous.